Mais maintenant, ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas eu d'album. Entre temps, on a eu beaucoup de culottes, beaucoup de maquillage, beaucoup de vêtements, mais on n'a pas eu de musique. Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle capsule musicale. C'est la série de vidéos sur ma chaîne où on parle de tout ce qui est culture musicale, actu, industrie. Et l'épisode d'aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, il va être dédié à Rihanna. Donc si vous me suivez ou si vous me connaissez un peu, vous savez que je suis un grand fan de Rihanna. Et je trouvais que c'était intéressant d'analyser sa carrière parce qu'elle a une carrière avec beaucoup de relief. Pourquoi elle n'a pas encore sorti d'album 5 ans après le dernier? Au bout d'un moment, Rihanna, il faut nous nourrir. Il faut nous nourrir. Alors avant de commencer cette vidéo, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux @officialwillem sur Twitter et Instagram. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook, sur cette chaîne YouTube en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que dans cette vidéo, on va parler musique, mais que moi également, je fais de la musique et que mon projet Bloom est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal, ainsi qu'en version dédicacée sur mon site willemmusic.com. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Pourquoi Rihanna a disparu? Alors bien évidemment, quand je dis disparu, c'est pas disparu genre elle a été kidnappée, c'est disparu musicalement. Pourquoi elle a disparu du paysage musical alors que Rihanna c'est une artiste qu'on était habitué à voir constamment dans le paysage musical. Et du coup, on va revenir au tout début de sa carrière. Donc avant de parler de pourquoi Rihanna a disparu, on va s'intéresser à comment Rihanna est arrivée. Alors tout commence en 2003. Donc Evan Rogers, c'est un producteur américain et lui et sa femme, ils ont l'habitude de passer leurs vacances à la Barbade. Les choses ont fait que la meilleure amie de sa femme, elle avait une fille qui faisait partie d'un girl group. Et dans ce girl group, qui on retrouve? Rihanna. Et forcément, vous savez déjà, les petites îles, tout le monde se connaît, tout le monde parle, on sait toujours ce qui se passe. Les gens sont au courant que c'est un producteur de musique américain et à chaque fois, les gens essayent de négocier pour avoir une audition avec lui. Et donc, le groupe de filles dans lequel Rihanna est demande à passer une audition à Evan Rogers. Donc, Evan Rogers accepte, puisqu'en tant que producteur musical, il est toujours à la recherche de nouveaux artistes à produire. Et il invite les 3 filles du groupe dans sa villa pour l'audition. Le jour de l'audition, Rihanna est arrivée en retard. Déjà, à l'époque, elle avait déjà cette habitude. Et Evan a expliqué que quand Rihanna est rentrée dans la pièce, quelque chose s'est passé. Et il s'est dit que celle-là, elle est spéciale. Malgré que c'est un groupe, il a fait toutes les filles chanter une par une. Et Rihanna avait chanté la chanson Dangerously in Love de Beyoncé. Donc pour ceux qui connaissent cette chanson, vous savez que ce n'est pas une chanson facile. Tout le monde ne peut pas chanter du Beyoncé comme Beyoncé chante du Beyoncé. Donc il explique que Rihanna était jeune à l'époque, qu'elle n'a pas mis toutes les notes dedans, qu'il y avait quelques fausses notes, qu'elle n'a pas réussi tous les runs. Mais que malgré tout ça, il y avait quelque chose de très intéressant dans sa voix, dans son timbre et dans sa façon de se présenter au monde. Donc à la fin de l'audition, il demande à chacune des filles le numéro de leurs parents, puisqu'il faut rappeler qu'elles sont toutes les 3 mineures à cette époque-là. Et le soir même, il recontacte la maman de Rihanna pour lui dire Madame, votre fille m'a plu, je veux la revoir dès demain. Donc le lendemain, il reçoit à nouveau Rihanna et sa maman dans la villa. Et là, il leur explique qu'il y a quelque chose à faire avec cette petite Rihanna et qu'il a envie de l'emmener à New York dans les studios de sa boîte de production et que ça tombe bien parce que c'est bientôt les vacances scolaires pour Rihanna et que du coup, elle pourrait partir avec sa maman à New York pour commencer à bosser sur sa carrière musicale. Donc comment vous dire qu'à ce moment-là, la maman de Rihanna n'est pas du tout d'accord. Elle préfère que sa fille se concentre sur l'école, mais finalement, il finit par trouver les bons mots et la maman de Rihanna accepte. Donc Rihanna et sa maman s'envolent vers New York. Elle va passer les vacances scolaires là-bas et ça n'aboutira à rien du tout. Alors tous les essais qu'ils auront fait n'auront abouti à rien et Rihanna va finir par rentrer bredouille à la Barbade à la fin des vacances. Sauf qu'à cette même époque, il y avait une jeune femme qui s'appelait Alisha, donc qui écrivait des chansons, mais elle galérait un peu dans le monde de la musique parce que les gens ne lui donnaient pas sa chance. Elle avait déjà bossé avec P. Diddy, mais ça n'avait pas fonctionné. Du coup, les gens la mettaient un petit peu sur le côté. Ce qui fait qu'elle n'avait pas assez d'opportunités pour vivre de la musique. Ben à côté, elle avait un travail normal pour pouvoir payer ses factures et subvenir aux besoins de son enfant. De son côté,
Evan Rogers, le producteur qui était à la Barbade qui a fait venir Rihanna, il a une prod qui traîne dans ses tiroirs. Donc c'est la prod du morceau Pondy Replay. Donc à cette époque, il ne sait pas trop quoi faire de cette prod, il ne sait pas à qui l'envoyer, quoi faire avec. Donc la prod reste là sans vraiment être placée. Et puis, il finit par envoyer cette prod à Alisha, dont je vous parlais juste avant. Et Alisha, qui écrit des chansons, commence à écrire les paroles et la mélodie sur la prod de Pondy Replay. Elle renvoie tout de suite le résultat à Evan Rogers, qui est séduit par le morceau, et il rappelle immédiatement Rihanna qu'il n'avait pas oublié. Donc il rappelle Rihanna et sa maman, il lui dit: j'ai une chanson pour toi, tu reviens à New York, tu enregistres la chanson parce que ça va être un tube. Du coup, elle revient à New York, elle enregistre la chanson, elle finit par rencontrer Jay-Z, qui fait partie de l'entourage d'Evan Rogers, et Jay-Z lui-même sera convaincu par Rihanna à tel point que le soir même où il l'a rencontrée, on va lui faire signer un contrat de plusieurs albums pour une longue durée. Il faut savoir qu'en tant qu'artiste, quand on te fait signer un contrat d'artiste avec plusieurs albums pour une longue durée, c'est vraiment qu'on va miser sur toi, qu'on veut miser sur toi et qu'on pense que tu as le potentiel pour rentabiliser ce contrat. Et donc ce qui s'est passé ce jour-là était assez exceptionnel parce que d'habitude pour ce genre de contrat, c'est plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y a des négociations avec les avocats, etc. Et ce jour-là, ils étaient tellement emballés par Rihanna qu'ils ont fait venir leurs avocats au milieu de la nuit pour pouvoir signer le contrat. Donc il y avait les avocats, il y avait Rihanna, Evan Rogers et toutes les grosses têtes du label. Alors malgré le fait qu'ils aient décidé de s'engager aussi longtemps avec Rihanna, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'avait pas d'interrogation autour d'elle. Parce que lancer une nouvelle artiste, c'est toujours quelque chose de délicat. Comment on la lance, sur quel marché, pour quel public. D'autant plus qu'à l'époque, le label est concentré sur une autre jeune artiste qui s'appelle Tierra Mari. Il fallait vraiment que Rihanna se fasse une place. Il fallait que Rihanna s'impose. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où ils ont commencé à bosser sur de la musique avec Rihanna, ils n'ont jamais arrêté. Ce qui signifie que quand Pondy Replay est sorti officiellement et qu'il a été envoyé au radio et à la télé, ils étaient déjà en train de travailler sur l'album pour que l'album puisse sortir dans la foulée. Quand l'album est sorti dans la foulée, ils étaient déjà en train de travailler sur le deuxième album. Donc Pondy Replay est sorti et ça a été un tube. Et il faut savoir que l'exploitation du morceau aux États-Unis était un peu délicate parce que Rihanna est noire, elle sort d'un label qui propulse des artistes R&B et elle arrive avec ce morceau très influencé par les sonorités caribéennes et du coup les radios sont un peu en mode qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis les radios sont très segmentées, c'est-à-dire qu'il y aura les radios country qui vont passer de la country, les radios R&B qui vont passer du R&B, les radios pop qui vont passer de la pop. Et avec Rihanna, les radios sont en mode qu'est-ce qu'on fait? Donc il faut savoir que le morceau a été un tube, mais ce n'est pas grâce aux radios R&B. Les radios R&B dès le départ et le public R&B d'une manière générale n'étaient pas vraiment emballés par Rihanna. C'est les radios pop qui ont vraiment soutenu le morceau et qui ont fait exploser le morceau dans les charts. Parce qu'à l'époque, le marché du R&B pour les artistes féminines noires était déjà très occupé par des Beyoncé, par des Ciara. Dans le propre label de Rihanna, il y avait Christina Milian, il y avait Tierra Mari dont je viens de parler. Et du coup, le label de Rihanna a dit, vous savez quoi? Le public R&B et les radios R&B, ils sont pas trop sur ça. On va tout donner sur la pop. Rihanna est une pop star. Qu'elle soit noire, qu'elle vienne de la Caraïbe, qu'elle ait des influences reggae, dancehall, on s'en fiche. On va marketer Rihanna comme une pop star. Et cette décision sera très importante pour la suite de sa carrière. Et donc très vite, ils enchaînent sur le deuxième album et c'est là que va sortir le single SOS. SOS, qui est un morceau 100% pop, va devenir son premier numéro 1 aux États-Unis. Donc de ce même album sera tiré le single Unfaithful, qui sera lui également un tube. Et donc ça fait maintenant 2 ans que Rihanna est sur le marché. Elle a sorti 2 albums en 2 ans. Elle a déjà 3 tubes, Pondy Replay, SOS, Unfaithful. Mais malgré ça, elle n'a pas encore de fanbase. Ce n'est pas encore une Beyoncé, ce n'est pas encore une star. C'est toujours une fille qu'on voit comme celle qui fait des tubes qui passent à la télé, mais elle n'a pas encore vraiment d'aura dans l'industrie musicale. Et avec son 3e album, tout va changer. Donc son 3e album, c'est l'un des albums les plus importants de sa carrière. C'est l'album Good Girl Gone Bad. Donc l'album Good Girl Gone Bad, c'est l'album qui a été introduit par le single Umbrella.
Et il faut savoir que cette ère était très importante pour Rihanna puisqu'il y a eu un changement drastique au niveau de son image. Dans les clips de Ponzi Replay et tout, Rihanna c'était la jolie petite fille qui venait des Caraïbes avec ses longs cheveux couleur châtain, son petit visage délicat, et avec Good Girl Gone Bad, elle va venir casser cette image. Au niveau du stylisme, au niveau des attitudes, au niveau des visuels, on va rentrer dans quelque chose de plus adulte, de plus assumé et de plus sombre. D'ailleurs, pour la petite anecdote, la veille du tournage du clip d'Umbrella, c'est elle qui a décidé de couper ses cheveux pour avoir la coupe au carré qui a été une de ses coupes signature. Et c'est un peu à ce moment-là que Rihanna devient une pop star. Donc ça y est, la machine est lancée. De gros singles pop, de la promo partout dans le monde avec des danseurs, des musiciens, des choristes. Ensuite, on enchaîne sur une grosse tournée, des danseurs, des musiciens, des choristes, des écrans, des backdrops. Et c'est le même schéma qui va être répété pendant plusieurs albums. Donc sur tous les albums qui vont s'enchaîner à ce moment-là, à savoir Good Girl Gone Bad, Rated R, Loud et Talk That Talk, elle va reproduire à peu près le même schéma. C'est-à-dire qu'on sort un gros single pop pour annoncer l'album, Umbrella, Only Girl in the World, We Found Love. Ensuite, on va faire la promo de ce single partout où on peut. C'est à la radio, à la télé, aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Australie, en Asie. Ensuite, on part en tournée, on défend l'album tous les soirs dans plusieurs villes du monde entier. Et quand on a fini, on enchaîne avec l'album suivant. Et c'est ce même cycle qu'elle a répété sans cesse pendant plusieurs années. Donc vous comprenez maintenant que ça c'est un schéma et ce sont des cycles qui sont très fatigants pour n'importe quel être humain. Là où ses collègues ou concurrents vont sortir un album, faire la promo, partir en tournée, faire une pause de 1 ou 2 années et revenir après, elle ne fait pas de pause et elle enchaîne chaque année. Ça veut dire que chaque année pendant 7 ans, on a eu un album de Rihanna. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça demande en implication, en fatigue, en sacrifice. Donc très vite, c'est un mode de vie qui aura des répercussions sur la santé de Rihanna, à tel point qu'à la fin de sa tournée intitulée le Loud Tour, il y aura des concerts qui seront annulés. À un moment, elle est sur scène, elle se sent pas bien. Elle fait signe à son staff qu'elle a envie de vomir, donc elle quitte la scène pour aller vomir. On sent que ce qu'ils ont voulu faire au début de sa carrière, c'est-à-dire l'imposer comme une vraie pop star, on ne disparaît jamais du paysage musical. On est là tout le temps, on sort de la musique tout le temps, on fait de la promo tout le temps, on fait des concerts tout le temps. Et bien ce fonctionnement-là finit par avoir des répercussions sur sa santé. Et pour la première fois depuis le début de sa carrière, elle va finir par prendre une petite pause. Attention, c'est une petite pause, puisque pour l'album Talk That Talk, elle n'ira pas en tournée, elle fera juste quelques festivals pendant l'été et elle profitera du reste de l'année pour bosser sur le prochain album, mais également profiter de ses proches et de sa famille en vacances. Et donc, après cette petite pause où elle a légèrement levé le pied, elle revient en fin d'année avec l'album Unapologetic. Unapologetic, c'est encore un album qui est intéressant dans la carrière de Rihanna puisqu'il marque également quand même un tournant. Donc comme je vous ai expliqué au début, les radios et le public R&B n'étaient pas sur Rihanna. Ils avaient déjà Beyoncé, ils avaient déjà Ciara, ils n'avaient pas besoin de Rihanna. Et c'est pour ça que Rihanna et son équipe se sont imposés sur le marché de la pop. Avec Unapologetic, Rihanna va revenir et elle va dire d'accord, je suis une pop star, mais je vais vous montrer que je peux aussi dominer le R&B. Donc c'est une stratégie qui a été mise en place depuis avant, c'est-à-dire qu'à côté du fait qu'elle sortait des albums et des singles pop pour promouvoir ses projets à elle, sur le côté, elle était sur des featuring avec des rappeurs, avec des artistes R&B, ce qui lui donnait une crédibilité également dans ce domaine-là. Pendant qu'elle sortait des gros singles pop comme S&M, mais à côté, elle avait des feats urbains avec Kanye West, des All of the Light, des Run This Town, des Live Your Life avec T.I. Ce qui fait qu'elle commence à avoir une crédibilité sur la scène urbaine et la crédibilité de sa carrière principale dans la pop. Avec Unapologetic, elle va arrêter de séparer les deux. Donc c'est un album où elle ramène les deux genres au centre de l'œuvre. Et donc le premier single de cet album sera Diamonds, qui sera un tube planétaire, un de ses plus gros tubes. Pour faire suite à l'exploitation de Diamonds, au lieu de choisir un deuxième single, ils vont choisir 2 deuxièmes singles. C'est-à-dire qu'ils vont envoyer Stay, la ballade pop, pour les radios pop, et Pour It Up pour les stations urbaines.
De cette façon, elle sera présente sur les deux formats et les deux morceaux seront des tubes. Donc à partir de ce moment-là, elle a prouvé qu'elle a fait ses preuves sur le marché pop, elle a fait ses preuves sur le marché urbain et c'est donc là qu'elle va décider de commencer à lever le pied. Donc ça veut dire que toute la première partie de sa carrière où elle était dans un rythme infernal avec de la promo excessive, à partir de ce moment-là, on n'aura plus tout ça. C'est également à ce moment-là qu'elle va faire un move très intéressant dans la carrière d'un artiste. Elle va racheter tous ses masters. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, elle rachète ses masters. Donc elle rachète les droits de sa musique. Donc elle peut exploiter sa musique comme elle veut. Ses masters n'appartiennent plus à son label. Elle récupère ses masters et elle va profiter pour monter son propre label, Westbury Road, à travers lequel elle va produire sa musique pour la suite de sa carrière. Et donc maintenant que son label d'origine n'a plus la pression, qu'elle a déjà prouvé ce qu'elle avait à prouver, eh bien elle va lever le pied sur la musique, elle va s'intéresser à d'autres choses. Donc elle va se lancer dans la mode avec Puma, avec Manolo, elle va devenir égérie de Dior et au fur et à mesure ça va lui créer une vitrine dans le monde de la mode. Elle va être invitée dans les Fashion Week, tout le monde va vouloir inviter Rihanna parce que quand tu as Rihanna à ton premier rang, tu sais que ton défilé va faire parler de lui et elle va vraiment creuser cet aspect-là de sa carrière. Et donc elle continue de faire de la musique à côté, mais comme il n'y a plus de pression, il n'y a plus de deadline, il n'y a plus d'obligation, ben elle prend son temps. Et pour la première fois dans la carrière de Rihanna, il y aura de l'attente entre deux albums. Unapologetic est sorti en 2012 et son dernier album Hentai est sorti en 2016. Donc 4 ans d'attente entre ces deux albums alors qu'elle nous avait habitué à sortir un album tous les ans. Alors pendant ces 4 ans, elle s'est un peu cherchée musicalement parce que jusque là, son label lui donnait des chansons, elle disait j'aime ça, j'aime pas ça. On enregistrait les chansons, on faisait un clip et on envoyait la chanson aux radios, aux télé. C'était un processus qui était très industriel. Maintenant qu'elle a plus ça, elle va favoriser la démarche artistique. Ça veut dire qu'elle va s'entourer avec des gens qu'elle affectionne plus, des gens qui la connaissent un peu plus, des gens qui connaissent son son. Et donc on va entendre Rihanna sur de nouvelles sonorités. On va entendre Rihanna sur The Bitch Better Have My Money, sur The 4-5 Seconds avec Kanye West et Paul McCartney, alors que jusque là on n'aurait jamais pensé à une telle combinaison. On va entendre Rihanna sur du American Oxygen. Alors il faut savoir que Hentai, c'est un album qui n'a pas du tout été facile à faire pour Rihanna. Parce qu'au niveau du processus de création, c'est quelque chose qui était complètement nouveau pour elle. Le processus de création de ses albums jusque-là, c'était quand même très industriel. Parce qu'on sait que Rihanna peut faire des tubes, mais est-ce que Rihanna peut faire des chansons avec un peu plus de substance? Est-ce que Rihanna va pouvoir faire des chansons qui vont durer dans le temps? Des chansons qu'on va écouter dans 10-20 ans et qu'on va toujours trouver aussi bonnes. Et c'est pour ça que l'album Hentai a mis autant de temps à venir. Parce que c'est un album qui a été créé, qui a été annulé, qui a été revu. À la base, c'est un album qui devait être produit par Kanye West. Finalement, ça a été annulé. Donc, il y a eu beaucoup de périodes de doute, de réflexion, de remise en question, de déception dans tout le processus de création de cet album. Et tout ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait pas vécu avant. Je dis pas que sur ses albums d'avant, elle n'a pas eu de doute ou il n'y a pas eu de réflexion, mais il fallait tellement produire avant qu'il n'y avait pas ce temps de remise en question. Et elle n'avait pas l'occasion de prendre du recul sur son projet, de l'écouter, de le travailler, de savoir si c'est vraiment ce qu'elle veut présenter au monde. Et avec l'album Hentai, elle a pris ce temps. D'ailleurs, à l'occasion de l'anniversaire, elle avait fait un message sur Instagram où elle expliquait exactement que ça lui a pris du temps de finir cet album et de savoir que cet album était prêt. Elle explique qu'elle a su que l'album était terminé lorsqu'elle était avec toute sa team en train d'écouter le projet. Et pendant qu'ils écoutaient l'album, il y a un membre de sa team qui lui a fait une réflexion sur la musique et la réflexion qu'il a fait a vexé Rihanna. Et elle dit que c'est au moment où elle s'est sentie vexée, c'est parce qu'elle était attachée au projet, qu'elle avait ressenti quelque chose et que l'album était prêt à sortir. À partir de là, tout s'est enchaîné très vite. Elle a sorti Work. Très vite suivi de la sortie de l'album sur toutes les plateformes digitales, puis après en version physique. L'album sort à travers son propre label. Elle possède tous ses masters. C'est elle qui choisit quel single on va exploiter. C'est elle qui choisit si on veut faire un clip ou si on fait pas de clip. Elle est vraiment aux commandes de son projet. D'ailleurs, avant la sortie de l'album, il y a une grosse campagne en partenariat avec Samsung qui s'intitulait Lentai Diary, qui est un super visuel où elle expliquait son cheminement à travers tous ses albums qui l'a amené à reprendre le contrôle total de sa carrière. Avec cette image en fin de visuel où elle récupère la couronne et elle la pose sur sa tête parce que maintenant c'est elle qui est au propre contrôle de sa carrière. Donc un autre endroit où on peut voir qu'elle a repris le contrôle, c'est quand on compare ses tournées. Donc quand on compare les tournées de Rihanna sur la première partie de sa carrière, donc j'ai pris un exemple, le Last Girl on Earth Tour et le Loud Tour, qu'on va comparer au Hentai Tour, qui est la dernière tournée de Rihanna en date, on voit qu'il y a deux approches complètement différentes. Donc dans les premières tournées, ils ont repris tous les éléments basiques
basiques et emblématiques du concert de pop star. Il y a plusieurs éléments de décor, il y a des écrans géants qui diffusent des backdrops pendant qu'elle chante, on a une scénographie qui est quand même très riche avec beaucoup d'éléments sur scène, beaucoup de danseurs et de musiciens sur scène. En plus de ça, ce sont des concerts qui étaient quand même assez longs. Donc il me semble que le Loud Tour par exemple durait environ 1h50, donc près de 2 heures de concert. Et ces deux tournées là, ce sont des tournées où elle a eu un rythme excessif. Donc ça veut dire qu'il y a eu des concerts en Europe, il y a eu des concerts dans la Caraïbe, il y a eu des concerts en Amérique latine, il y a eu des concerts aux États-Unis, il y a eu des concerts au Canada, il y a eu des concerts en Australie. Et maintenant, si on compare ces tournées là à la dernière tournée de Rihanna pour le Entire World Tour où elle a repris le contrôle de sa carrière, on se rend compte que ce sont deux formats de show complètement différents. Par exemple, sur le Entire Tour, on est sur une tournée qui ressemble plus à un concert qu'à un show. On est sur une scénographie très dépouillée et en fait tout le spectacle va vraiment reposer sur Rihanna. Ça veut dire que Rihanna sera au cœur du spectacle. Il y a même des moments du concert où elle est complètement seule sur scène, contrairement aux tournées d'avant où il y avait plein d'éléments sur scène et Rihanna était un peu noyée dans la masse. Donc moi, le Entire Tour est une de mes tournées préférées de Rihanna avec le Good Girl Gone Bad Tour, parce que je trouve qu'au niveau de l'énergie qu'elle donnait et des performances vocales, c'est sûrement la tournée où elle était le plus en forme. Donc on l'a vu sur les gros shows d'avant, elle avait un rythme qui était assez excessif et maintenant qu'elle est au contrôle, on va voir que sur l'Entire Tour, ce sera un rythme complètement différent. Donc déjà, on arrête de programmer des dates partout dans le monde. C'est une tournée qui a été concentrée sur l'Amérique du Nord et sur l'Europe. Donc on va faire moins de concerts, mais on va faire les concerts dans des endroits plus grands. Donc ça veut dire au lieu de faire des concerts dans des zéniths, dans des arénas, il y a des dates de concerts qui vont être programmées dans des stades. Donc elle fait le même concert mais pour plus de personnes. On a une mise en scène qui est épurée et donc on oublie tout ce qui est canon, confetti à la fin des concerts, feux d'artifice, on oublie tout ça. C'est vraiment un concert très simple, très basique, qui est complètement axé sur la performance de Rihanna. C'est un peu un anti-concert pop. Ça veut dire que tous les éléments basiques du concert de pop star ont été effacés pour cette tournée. Alors Entire, c'est un album qui a pas mal dérouté à sa sortie. C'est un album qui a été critiqué par une partie du public et par une partie des critiques qui ont jugé que ce n'était pas ce qu'on attendait d'un album de Rihanna, qu'il n'y avait pas vraiment d'ambiance, qu'on attendait des tubes qu'on n'a pas trouvés, qu'il n'était pas efficace. Personnellement, c'est mon album préféré de Rihanna à ce jour. Je trouve que c'est un album qui lui ressemble beaucoup. C'est-à-dire que c'est un album que je trouve maladroit, inégal, mais malgré tout ça, c'est un album que je trouve très honnête. Donc c'est un album que je trouve brut et honnête. Par exemple, quand on compare à l'album Loud, qui est sorti quelques années auparavant, qui est un album très carré, il n'y a pas une respiration qui dépasse, tout est calibré. Là, on se rend compte qu'il y a vraiment eu deux démarches différentes et deux façons différentes de faire ces albums. Donc, comme j'expliquais, la sortie de l'album Entire a été un peu bizarre parce que l'album a leaké sans vraiment leaker. L'album est sorti en exclusivité sur Tidal, ce qui fait que les autres plateformes de streaming et de distribution comme iTunes, Spotify, Amazon n'ont pas mis l'album en avant. Parce qu'en général, quand il y a un gros album comme ça qui sort, il y a des bannières sur les plateformes de streaming, les chansons de l'album sont en tête des playlists éditoriales et là il n'y avait rien de tout ça. Pareil au niveau de la promo, Rihanna qui nous avait habitués à faire de la promo partout dans tous les pays, il y aura très peu de promo pour cet album. Il y aura une performance au Brit Awards avec Drake, il y aura un passage sur le plateau du Ellen Show aux États-Unis, passage durant lequel elle ne parlera à aucun moment de l'album et c'est tout. Ce sont les deux seules apparitions pour le lancement de l'album. Elle devait se produire au Grammy Awards. Sa performance a été annulée parce qu'elle était malade. Le début de la tournée qui devait se passer tout de suite après le lancement de l'album a été reporté parce qu'elle n'était pas prête. Donc on est vraiment sur un lancement bizarre. Donc de base, le projet ne partait pas de la meilleure des façons. Et pourtant, cet album va devenir un des plus gros succès de sa carrière. Donc les gens disaient que cet album n'avait pas de tube. Work deviendra un tube, Needed Me deviendra un tube, Love on the Brain deviendra un tube. Ce sont trois morceaux qui sont dans trois genres différents. Donc elle montre à nouveau qu'elle s'est s'imposer sur plusieurs genres différents. Elle remportera le Vanguard au VMAs, 8 nominations pour l'album au Grammy Awards. Donc c'est un album qui a battu des records en streaming, estimé à plusieurs millions de copies dans le monde. Et voilà comment on se retrouve après 8 albums avec une Rihanna qui a fait ses preuves, qui a mérité sa place dans l'industrie, qui a prouvé qu'elle pouvait dominer les charts dans plusieurs genres et qui a repris le contrôle de sa carrière en faisant des choses et en allant à des endroits où les gens ne l'attendaient peut-être pas. Donc à partir de ce moment-là, elle a vraiment bouclé la boucle. Elle va se concentrer complètement sur ses autres passions. Ce sera un énorme succès. On a parlé de la collaboration avec Puma. Donc elle a fait considérablement augmenter le chiffre d'affaires de la marque quand elle est devenue directrice artistique. Mais ce qui va enfoncer le clou, ce sera le lancement de sa marque de cosmétiques
Fenty Beauty. Donc on se souvient tous du lancement de la marque avec ce spot où il y avait des mannequins de plusieurs origines, de plusieurs couleurs de peau. Donc c'est un spot qui s'était fait très remarqué et qui a contribué au succès du lancement de la marque, puisque Fenty Beauty a eu un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars juste pendant les 40 premiers jours d'exercice. À tel point que l'année dernière, c'était la marque de cosmétiques de star la plus populaire avec le plus gros chiffre d'affaires. Donc elle est devant Lady Gaga, elle est devant Kim Kardashian, elle est devant Kylie Jenner. Très vite, elle ne s'est pas contentée de ce succès puisqu'elle a lancé sa marque de lingerie Savage X Fenty, puis sa propre maison de luxe sous LVMH, Fenty. Alors depuis, les activités de la maison Fenty ont été mises sous sommeil, mais pour autant, elle continue à se lancer dans un nouveau concept. Donc il y a des marques qui ont été déposées. Donc elle a déposé la marque Fenty Air pour les cosmétiques et les accessoires pour les cheveux. Donc on a également parlé d'une marque de meubles. Donc elle profite vraiment pour se créer un empire et aller vraiment partout où elle peut aller. Et là, la question qu'on se pose, c'est d'accord Rihanna, tout ça c'est bien, mais maintenant ça fait quand même 5 ans qu'on n'a pas eu d'album. Entre temps, on a eu beaucoup de culottes, beaucoup de maquillage, beaucoup de vêtements, mais on n'a pas eu de musique. Pourtant, il y a eu beaucoup de teasing. Elle-même a fait beaucoup d'allusions sur les réseaux sociaux. Elle a posté des vidéos d'elle en studio. En interview, elle a révélé qu'elle travaillait sur 2 nouveaux albums, un album pop et un album reggae. Elle a même posté un message en 2019 sur Instagram qui insinuait que l'album était prêt, mais qu'elle refusait pour le moment de le sortir. Et donc, pour répondre à la question de cette vidéo, pourquoi Rihanna a disparu musicalement? Comme pour l'album Hentai, elle n'est plus sous les obligations d'un label. C'est elle son propre label. C'est elle qui choisit. Donc si elle veut sortir un album, elle le sort. Si elle ne veut pas, elle ne le sort pas. À côté de ça, on sent que sur les autres albums, elle voulait faire ses preuves. Elle voulait montrer des choses. Maintenant, ce sont des choses qu'elle a montrées. Sur cet album, elle a plus rien à montrer. À partir de maintenant, la musique qu'elle fait, c'est vraiment de la musique pour se faire plaisir. Avant, la musique, c'était sa passion et son travail. Maintenant, la musique, c'est seulement une passion. Ça veut dire qu'elle n'a plus besoin de la musique pour vivre. Je pense qu'il y a également le fait qu'elle ne sent pas encore que le projet soit prêt à sortir, comme elle l'avait eu sur le dernier album Hentai. Et puis, on n'oublie pas le fait que maintenant, la musique, ce n'est pas la seule chose qu'elle fait, qu'elle a des grosses entreprises à gérer, que tout ça prend beaucoup de temps et que le temps attribué à la musique est moins important que sur la première partie de sa carrière. Et je pense que ce sont tous ces éléments qui nous apportent la réponse à la question pourquoi Rihanna a disparu. Au moment où je filme cette vidéo, elle n'a toujours pas sorti son 9e album, mais dernièrement, elle a posté un message sur Instagram pour revenir sur le succès de l'album Hentai, et en commentaire, quelqu'un lui a dit que pour célébrer, il fallait sortir le nouvel album, et elle a répondu que peut-être elle allait sortir une chanson, mais juste une. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, peut-être que Rihanna a sorti une nouvelle chanson, peut-être que Rihanna a sorti un nouvel album. Là c'est le Willem du passé qui parle au Willem du présent. J'espère pour toi Willem que Rihanna a sorti des nouveaux sons. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de contenu. Si vous avez regardé cette vidéo en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez regardée en soirée, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La vidéo que tu étais en train de regarder est terminée, mais c'est pas grave parce que tu peux toujours regarder celle-là. Tu peux aussi écouter mon album juste ici. Et tu peux t'abonner juste là. Voilà.